Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, c'est Territoire d'Info, une édition de notre matinale évidemment modifiée à cause de l'attentat perpétré hier soir sur les Champs-Élysées. On retrouvera notre invité politique à 8h aujourd'hui, c'est Nathalie Arthaud, et dans un instant c'est le JT des territoires suivi du débat donc spécial avec nos éditorialistes de la presse quotidienne régionale sur cet attentat des Champs-Élysées hier soir. Hier soir, donc, un attentat a été perpétré sur les Champs-Élysées contre des policiers en service, entraînant la mort de l'un d'entre eux et en blessant deux autres, ainsi qu'une touriste étrangère. Le groupe État islamique a revendiqué cette fusillade perpétrée par un homme de 39 ans, déjà visé par une enquête antiterroriste pour avoir manifesté son intention de tuer des policiers, justement. Dans une déclaration, le président de la République a condamné cette attaque. On écoute les principaux extraits de sa déclaration depuis le perron de l'Élysée hier soir. Tout est fait pour que la mobilisation de nos forces de sécurité, policiers, gendarmes, militaires, soit au plus haut niveau dans les circonstances que nous connaissons. C'est d'ailleurs le cas depuis plusieurs mois. Et nous serons d'une vigilance absolue, notamment par rapport au processus électoral. Mes pensées vont vers la famille du policier qui a été tué, également vers les proches des policiers blessés. Un hommage national sera rendu à ce fonctionnaire de police qui a été ainsi lâchement assassiné. Nous devons tous prendre conscience que nos forces de sécurité font un travail particulièrement difficile, qu'elles sont exposées, on le voit encore ce soir, et que le soutien de la nation est total à leur égard. Le principe de base, celui qui doit être à chaque fois rappelé, c'est la confiance, la solidarité et le soutien de la nation à l'égard des forces de sécurité. Telle est ma pensée ce soir, et qui est une pensée de grande tristesse à l'égard de ce fonctionnaire qui a fait son travail jusqu'au bout, de sa famille, des policiers blessés, mais également de notre grande détermination à tout faire pour lutter contre le terrorisme, ici comme partout où nos forces sont engagées. Et un conseil de défense exceptionnel convoqué par le chef de l'État à 8h ce matin à l'Élysée. La vigilance est absolue par rapport à l'échéance électorale, a rappelé le chef de l'État, comme on vient de l'entendre. Et dans tous les territoires, à J-3 du premier tour, les mairies chargées de l'organisation du scrutin mettent la dernière main à la pâte. Une organisation lourde pour des grosses agglomérations comme Bordeaux et ses 150 000 électeurs. Mais dans les petites communes, on se débrouille souvent avec les moyens du bord, des moyens humains en particulier. Exemple à Montussan, près de Saint-Loubès, qui compte 2377 électeurs inscrits. Un reportage de TV7 en Gironde. Ici, à Montussan, cela fait des semaines, voire des mois, que la jeune directrice des services généraux de la mairie prépare dans l'ombre l'organisation des élections. Mais depuis quelques jours, tout le monde est sur le pont. Alors cela demande des moyens plutôt humains, c'est-à-dire les secrétaires qui doivent en amont préparer tout ce qui est nécessaire au jour des élections, les urnes, le code électoral, les stylos, tout le matériel nécessaire. Tout est stocké provisoirement dans la salle du conseil municipal, en attendant d'être transporté le jour J dans la salle polyvalente où se tiendra dimanche le scrutin. Une salle qui accueillera les 3 bureaux de vote de la commune, ce qui facilite l'organisation. Ce jeudi après-midi, Fred, agent des services techniques, commence déjà à installer les tables, les chaises et les grilles de séparation des bureaux. Tout ça, tout seul. Je suis habitué, d'année en année, je sais ce que je fais, donc il n'y a pas de souci. Vous avez l'habitude de vous occuper des bureaux pour les élections? Oui, assez souvent, oui. La facilité actuellement, c'est que c'est les vacances scolaires, donc il n'y a aucune activité associée sur la salle polyvalente. Donc on a la liberté d'installer un peu en amont, chose qui n'est pas possible en période hors vacances. Ça sera le cas pour le deuxième tour, on l'installera vendredi dans la journée, donc certaines activités seront déplacées ou reportées sur le calendrier, quoi. Ça perturbe toujours la vie d'une commune. Oui, après c'est pas tous les ans, donc ça va, oui, ça perturbe un peu, c'est une surcharge de travail, un élément à inclure dans le calendrier, mais c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Le jour du vote, et c'est valable pour les 4 scrutins à venir,
Les 23 élus seront réquisitionnés pour tenir les bureaux de vote, aidés de quelques bénévoles, jusqu'à la fin du dépouillement et le transfert des bulletins à la gendarmerie de Carbon-Blanc. Certains agents municipaux et secrétaires seront également présents. Et à chaque fois, il faudra tout démonter et tout remonter pour le prochain scrutin. Voilà, encore quelques heures avant le premier tour, à J-3, la procuration est encore possible. Les derniers électeurs se pressent pour faire leur procuration de vote. Illustration à la gendarmerie nationale de Canet-en-Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales, où des dizaines de personnes sont venues faire leur procuration. Cette démarche permet de désigner un mandataire qui votera à votre place si vous êtes dans l'incapacité de le faire au moment de l'élection. La procuration de vote peut se faire jusqu'au dernier moment, mais il faut faire attention aux délais postaux. Reportage de Fatima Kiati pour TV Sud. À 3 jours du premier tour de l'élection présidentielle, les électeurs se pressaient pour faire leur procuration de vote ce jeudi. La gendarmerie de Canet-en-Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales, enregistre une 50aine de procurations par jour depuis une semaine. Il y a très peu de personnes qui sont venues vraiment, disons, à l'avance. C'est vrai que les premières procurations que j'ai effectuées, je les ai prises il y a environ 2 mois. Donc peu de personnes qui le font à l'avance, un grand nombre qui l'ont fait à peu près il y a 2 semaines. La procuration de vote s'adresse aux personnes qui ne peuvent pas voter le jour de l'élection. Il faut alors désigner un mandataire inscrit dans la même commune que vous et qui votera à votre place. C'est quand même important de voter, donc comme je ne suis pas là, je voulais quand même avoir l'occasion de voter parce que c'est vrai que c'est important. Et comme je ne suis pas disponible, je voulais vraiment le faire. En plus, c'est la première fois et ça me tient à cœur. Du coup, je fais la procuration pour les 2 tours. Pour le premier tour, c'est une amie. Et le deuxième tour, c'est ma mère. Alors, je fais une procuration parce que je travaille dans le milieu de la santé et que dimanche, je suis au travail, je ne peux pas me déplacer. Parce que cette année, on va dire que c'est un peu compliqué de choisir et que chaque voix compte. Donc, bon, je ne peux pas me déplacer, mais je tiens quand même à ce que ma voix soit faite quand même, quoi. La démarche se fait dans une gendarmerie, un commissariat ou un tribunal d'instance. Il n'y a pas de date limite pour faire une procuration, mais il faut prendre en compte les délais postaux afin de pouvoir voter ce dimanche. Voilà, fin de ce journal de Territoire d'Info, une édition évidemment spéciale de notre matinale modifiée à cause de l'attentat perpétré sur les Champs-Élysées hier au soir. Tout de suite la une de vos journaux ce matin. Donc évidemment, la une porte sur cet attentat, toutes les unes. Le Parisien ce matin, eh bien c'est l'attentat sur les Champs-Élysées, l'attaque sur les Champs-Élysées. Hier, un policier a été tué, 2 autres ont été grièvement blessés. Vous le savez, l'assaillant a été abattu. Daesh a revendiqué cet attentat pour le Parisien. Pour le courrier Picard, qui rappelle qu'un assaillant a été abattu, la section antiterroriste a ouvert une enquête pour l'Ardonnais, le policier abattu dans une attaque terroriste à la une. Et puis pour La Dépêche, fusillade mortelle sur les Champs-Élysées avec une photo des Champs-Élysées hier au soir. Pour L'Indépendant, fusillade à Paris, un policier tué. Et pour La Provence, attaque sur les Champs. Mais La Provence rappelle évidemment ce qui s'est passé à Marseille, la France visée par le terrorisme. Pour Sud-Ouest, fusillade meurtrière sur les Champs. Et puis pour La Voix du Nord, attentat sur les Champs-Élysées. Toujours ce policier tué, 2 autres blessés, l'assaillant abattu, le parquet antiterroriste s'est saisi de l'enquête. Pour Nice Matin, un policier tué, attentat. Et puis pour le Républicain lorrain, attaque terroriste sur les Champs-Élysées. Vous voyez, tous vos journaux ce matin, évidemment, traitent de cet attentat hier soir sur les Champs-Élysées. Hier soir, donc, cet attentat a été annoncé en pleine émission de France 2 qui recevait les candidats à l'élection présidentielle. On va écouter les réactions dans l'ordre d'Emmanuel Macron, de François Fillon, de Jean-Luc Mélenchon, de Benoît Hamon et de Marine Le Pen. Et on rejoindra ensuite nos éditorialistes de la presse quotidienne régionale pour débattre. Nous aspirons tous et toutes à devenir président de la République. Et le premier devoir, la première mission du président, c'est de protéger. Et ce soir, pendant que nous nous parlons, on sait qu'au moins un policier a été tué. On ne sait pas qualifier ce qui s'est passé. On sait qu'un autre a été blessé. Et cet impondérable, cette menace, elle fera partie du quotidien des prochaines années. Compte tenu de ce qui se passe ce soir, je veux tout de suite d'abord dire que
la nation est solidaire avec les policiers. Et je voudrais tout de suite dire que vraiment la lutte contre le terrorisme, ça doit être la priorité absolue du prochain président de la République. Il faut que l'on sache bien que les criminels ne seront jamais impunis dans ce pays et leurs complices ne seront jamais oubliés, quelle que soit leur importance dans la société. Cet événement nous rappelle que nous sommes au cœur d'une crise que vivent intensément les Français, qui n'est pas qu'une crise économique, qui n'est pas qu'une crise sociale, qui est aussi une crise liée à l'assaut, qui est celui de forces qui détestent notre modèle démocratique, veulent nous diviser, nous ébranler, et qu'il faut être implacable à l'égard de ces forces-là. J'ai été saisie par le même sentiment que j'ai déjà connu, de tristesse et de colère sourde en même temps. Sentiment de tristesse évidemment pour les forces de l'ordre, une fois de plus, qui payent un lourd tribut à la lutte contre le fondamentalisme islamiste. Il faut de la lucidité, il faut du courage, il faut de la détermination. C'est cela que vous, Français, vous devez maintenant exiger. Voilà, Hubert Coudurier du Télégramme, bonjour. Guillaume Doyen de la Gazette des Communes, bonjour. Samuel Ribaud de ALP, Agence locale de presse, bonjour. La réaction des candidats hier, qui étaient donc sur le plateau de France 2 en direct, a-t-elle été à la hauteur de la gravité de la situation, Guillaume Doyen? Bon, pour ce que vous en avez montré, ils ont mis en perspective la situation dans laquelle on est, et ont fait preuve d'un certain sang-froid. On sent évidemment de la part de Marine Le Pen une envie de récupérer la situation et de faire monter plus nettement la tension autour de cela. Les autres ont fait preuve d'une relative modération et détermination, et ça m'a semblé assez important. J'ai trouvé plutôt de la dignité dans leur déclaration. Hubert Coudurier. Alors, on n'a pas tout entendu, évidemment, du débat. Bon, Poutou a été complètement à côté de la plaque en parlant des bavures policières. C'était évidemment pas le sujet au moment où un policier venait d'être abattu. Marine Le Pen, elle, avant, a commencé à prendre des distances par rapport à la politique étrangère de la France, en estimant qu'elle faisait prendre des dangers au pays, et notamment en intervenant au Moyen-Orient, et elle s'est à un moment donné un peu défaussée sur le Mali, alors que bon, l'intervention au Mali était évidemment pas contestable. Je trouve que globalement, depuis que cette menace terroriste a ressurgi et est redevenue au devant de l'actualité, donc depuis l'attentat avorté de Marseille, les candidats font quand même attention à ne pas trop en faire. On se souvient du Premier ministre espagnol José María Aznar qui, au moment de la gare d'Atocha, il y a une dizaine d'années, avait essayé d'en tirer parti et ça s'était retourné contre lui. Je pense qu'ils ont tous en mémoire ce souvenir. Samuel Ribaud. Oui, dignité, effectivement, vous l'avez rappelé. Et puis, même si leur sincérité n'est pas à mettre en doute, on se retrouve quand même avec des événements qui viennent compliquer la fin de campagne. Tous ces gens-là ont fait campagne pendant des mois et des mois. Il s'agit de gérer un événement grave pour lequel certains d'entre eux sont montrés du doigt pour leur supposée inexpérience. Je pense notamment à Emmanuel Macron. On a vu Jean-Luc Mélenchon dans un rôle qui n'est pas forcément le sien habituellement. Voilà, leur réaction, elle est à la fois dictée par la sincérité et aussi par le calcul, et ça n'est pas un vilain mot à 2 jours de l'élection présidentielle, ça complique largement la donne. Alors, s'intéresser bien sûr aux conséquences sur la campagne présidentielle, à 3 jours du premier tour, les conséquences sur le vote qui aura lieu dimanche, Guillaume Doyen. Je considère qu'elles sont absolument impossibles à connaître. Voilà, je ne prendrai absolument aucun pari sur ce genre d'événement et sur les conséquences qu'elle peut avoir sur un vote. Pour moi, tout cela relèverait de la spéculation, et je pense que tout candidat, en effet, qui voudrait, comme vous l'avez dit, en profiter, en bénéficier, prendrait d'assez gros risques, en l'occurrence. Donc je pense que la seule chose à dire, en effet, c'est de manifester sa solidarité à l'égard des policiers visés, et également de rappeler que la France restera ferme devant la menace terroriste. Mais jouer la carte terroriste à 2 jours d'une élection présidentielle, alors que les Français sont sous cette menace terroriste depuis plusieurs années et qui savent pertinemment qu'ils vont rester sous cette menace terroriste, serait, je trouve, des déclarations complètement déplacées et en outre inefficaces. Hubert Coudurier ? Bon, je crois qu'il y a une banalisation, malheureusement, de la menace terroriste, depuis l'attentat de Mohamed Merah à Toulouse, à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Les Français s'y sont habitués. Hier soir, on a pu craindre à un moment donné qu'il y avait une répétition du scénario Bataclan, parce qu'on a cru qu'il y avait d'autres tueurs qui étaient en train de circuler dans Paris. Mais effectivement, il est impossible de spéculer. On peut se demander si, malgré tout, de façon subliminale,
général, il ne va pas y avoir un léger bonus en faveur des candidats sérieux, disons, du cercle de la raison, que sont Macron et Fillon. Mais ça, c'est pure spéculation de ma part. Quant à Jean-Luc Mélenchon, lui, il essaie depuis quelques jours de se respectabiliser en étant beaucoup plus rassurant qu'à l'habitude, même si effectivement les émeutes au Venezuela me font un peu tâche dans le tableau. Samuel Ribaud, il n'en reste pas moins que les candidats, certains ont annulé leur visite prévue aujourd'hui. François Fillon, Emmanuel Macron, Marine Le Pen ont suspendu notamment les visites prévues ce vendredi. Jean-Luc Mélenchon, effectivement, a lui maintenu son programme. Oui, honnêtement, je ne vois pas en quoi il serait scandaleux de maintenir un programme de campagne, d'autant qu'il va être question des attentats dans les prises de parole publiques des candidats qui s'exprimeront aujourd'hui. Pourquoi cesser d'aller à la rencontre des citoyens quand en plus l'inquiétude terroriste est ravivée? Là encore, il s'agit de dosage, de savants calculs. Pour ma part, je considère qu'il n'y a pas de règle intangible qui consisterait à dire on suspend la campagne ou qui consisterait à dire vu que je suspends moi-même mes déplacements, vous devriez en faire autant. Est-ce qu'il est logique que ceux qui ont exercé des responsabilités importantes, je pense à François Fillon, ancien Premier ministre, pensent avoir, par rapport aux autres candidats, une meilleure analyse de la situation et une meilleure capacité de réaction, Guillaume Doyen? Est-ce que c'est logique? Je ne sais pas. En revanche, dans le discours, je pense que là, effectivement, il y a un poids réel. C'est-à-dire d'avoir exercé des responsabilités au plus haut niveau et de parler de sécurité nationale, effectivement, on est mieux entendu quand on l'a déjà fait, quand on sait déjà de quoi on parle, puisqu'ils ont été au contact du secret d'État, des services de renseignement, ils ont dirigé dans des situations de crise lourdes. Effectivement, là, le poids de l'expérience joue dans le discours et je pense qu'on est mieux perçu. Ça, c'était d'ailleurs révélé pendant les débats sur la primaire de la droite. Fillon était assez bon en termes de conviction, je ne dis pas sur le fond, mais en termes de conviction sur les sujets de politique étrangère. Rappelons qu'il avait été Premier ministre plusieurs années et qu'il avait une expérience certaine en la matière. Je ne sais pas s'il avait raison, mais en tout cas, je crois que sa parole portait. Voilà. C'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron a fait venir Jean-Yves Le Drian à son meeting de Nantes pour, comme disait son entourage il y a quelques semaines, lester le bambin. Bon, cela étant, il faut bien voir que lors des conseils de défense, les présidents sont extraordinairement entourés. Et je ne sais pas si vous vous rappelez ce film qui était sorti il y a quelques années sur la crise des missiles, où on avait vu que les États-Unis et l'Union soviétique étaient passés à deux doigts d'une catastrophe. On voyait la fébrilité dans laquelle les choses se passaient et finalement à quel point il était important pour des hommes d'État de maîtriser leurs nerfs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les inquiétudes, elles portent un peu moins sur la France et un peu plus sur les États-Unis et notamment sur Donald Trump à propos de la Corée du Nord. C'est la première fois qu'une élection présidentielle, Samuel Ribaud, se tiendra sous l'état d'urgence, installé dans la foulée des attentats. Oui, on comprend bien sûr, on comprend avec l'événement qui est survenu hier soir les inquiétudes liées tout simplement aux opérations de vote. Comment sécuriser les milliers de bureaux de vote qui seront ouverts avec des millions de citoyens qui vont se déplacer. C'est un vrai casse-tête. On imagine très très bien que pour l'État islamique ou ses affidés, c'est un moyen énorme de frapper les esprits. D'ailleurs, on le voit, l'attaque des Champs-Élysées survient après celle du Louvre, donc les cibles ne sont pas innocemment choisies. Un aéroport international, un musée mondialement connu, la plus belle avenue du monde. Voilà, donc il ne reste plus entre les guillemets photos même de la presse quotidienne régionale ce matin montrent les Champs-Élysées. C'est la photo centrale de toutes les unes. Le terrorisme, c'est frapper les esprits. Il n'est pas scandaleux de rappeler que le nombre de victimes est faible en proportion, bien entendu, en proportion de l'effet produit par ces attaques. Les Champs-Élysées bloqués par des véhicules de police, ça fait le tour du monde et c'est pour une personne qui a tiré quelques rafales de Kalachnikov, malheureusement, qui ont tué des policiers en action. C'est un effet miroir je le rappelle, une touriste étrangère, donc ça va dans le sens de ce que vous dites. Il y a un phénomène dont on ne parle pas en ce moment, c'est que les Français et les Américains sont en train de préparer la reconquête de Raqqa. Mossoul n'est pas encore tombé, mais l'enjeu pour les Français, c'est aussi Raqqa en Syrie, puisque c'est de Raqqa que sont partis, ou que des ordres ont été donnés aux tueurs du Bataclan. Et Jean-Yves Le Drian me disait dimanche qu'il avait vu son homologue américain James Mattis pour en parler. Donc il n'est pas non plus innocent que l'État islamique se réintéresse à la France au moment où il semble acculé.
D'ailleurs, il y a évidemment des réactions dans le monde entier, des chefs d'État et de gouvernement. Vous aurez noté que la revendication a eu lieu quasiment tout de suite après l'attentat, ce qui n'est pas toujours le cas. Et il arrive que ça mette plus de temps. Là, ils ont inscrit directement leur initiative dans le processus politique. À mon avis, c'était bien leur intention que de rappeler qu'ils étaient là et que dimanche, l'élection se déroulerait sous leur menace. Alors, il faut rappeler que l'homme qui a été abattu, qui a abattu un policier, qui a été abattu, était visé par une enquête antiterroriste pour avoir manifesté son intention de tuer des policiers. Est-ce que ça ne va pas favoriser les thèmes liés au Front National et à Marine Le Pen, qui dénonce le laxisme en cette matière? J'aimerais en savoir plus là-dessus, voilà, parce que à ce stade, on sait simplement qu'il était visé par une enquête. Voilà, oui, il était visé il était fiché, il était visé par une enquête. Personne d'entre nous autour de cette table n'a lu ce qu'il y a dans cette enquête, n'a lu les faits qui lui étaient reprochés, donc on ne sait pas. On sait qu'une perquisition a eu lieu à son domicile en Seine-et-Marne. Voilà. En effet, mais c'est post-fait. Enfin, cela dit, on ne connaît pas les raisons pour lesquelles exactement il était surveillé. Donc on ne va pas commencer à spéculer et à dire, voilà, la police, la justice, parler de laxisme avant même de savoir ce qu'il y a dans le dossier. Tu parlais de Marine Le Pen. Je ne sais pas si vous vous souvenez que Marine Le Pen avait demandé en direct aux 20h de TF1 la démission du patron de la DGSI, Patrick Calvar. Elle fait un peu, aujourd'hui, elle a un peu rétro-pédalé, c'est-à-dire qu'elle avait un peu tendance à dire que si elle était au pouvoir, il n'y aurait plus d'attentats, en gros. Et puis, réalisant l'inanité de ses propos, elle a dit, je crois, l'autre soir, qu'il n'y avait pas de risque zéro en matière de lutte antiterroriste. Voilà. Non mais c'est fou de pouvoir dire que si elle était en charge, il n'y aurait plus d'attentats. Tout le monde connaît la difficulté, la complexité de la tâche. Samuel Rebaud. Oui, je vous rejoins, c'est l'extraordinaire difficulté qu'il y a, ne serait-ce que de surveiller des fichiers S qui sont plusieurs milliers. Les services de renseignement le disent, ils ne peuvent pas suivre individuellement toutes ces personnes qui sont répertoriées. Donc on oublie aussi que énormément d'attentats sont prévenus, énormément d'attentats sont déjoués. Évidemment, celui qui fait le plus de bruit, c'est celui qui réussit. Il y a eu une convergence quand même hier soir de François Fillon et de Marine Le Pen sur les fichiers S, justement, pour dire en gros, on veut les expulser. Et là, en pratique, ça poserait quand même d'énormes problèmes. On a appris hier qu'Emmanuel Macron avait reçu un appel de Barack Obama dans l'après-midi. Il a d'ailleurs tweeté une photo de lui derrière un bureau au téléphone avec Barack Obama. Emmanuel Macron, dans cette affaire, il est aussi crédible, entre guillemets, que les autres, Hubert Coudurier? Écoutez, on ne le connaît pas bien, Emmanuel Macron, en réalité. C'est encore un mystère. C'est un homme politique qui n'a pas une grande expérience. On l'a vu un peu à l'Élysée, on l'a vu à Bercy. Il y a quelques livres qui viennent de sortir sur lui. Il reste encore relativement mystérieux. On peut penser que c'est un homme déterminé. Il a mené sa campagne, j'estime qu'il a fait un sans faute. C'est assez remarquable pour quelqu'un qui n'est pas du sérail, à part quelques fautes mineures, comme de situer la Guyane comme une île, ou de parler de la colonisation, ça plus sérieusement, de la colonisation en Algérie. Mais il a une détermination qui peut paraître assurante. C'est un homme qui n'a pas froid aux yeux et qui fait des choix. Il n'a pas hésité à quitter l'Élysée alors qu'il était en désaccord avec François Hollande. Il est intervenu le premier hier soir sur ce thème-là, Guillaume Doyen. Sur lequel? Sur le thème de réagissant à l'attentat. Ah oui. Alors, si vous voulez, moi, je pense que les Français ne croient plus aux paroles magiques, aux magiciens de la lutte antiterroriste, puisqu'ils vivent dans ce climat-là et qu'il n'y a pas que la France qui est frappée. C'est un grand nombre de pays qui sont frappés, dirigés par des gens extrêmement différents, avec des forces de sécurité différentes, avec des efforts différents, mais toujours importants, et personne n'a réussi à mettre un terme à cela. Donc, nul ne peut arriver devant les Français et dire « je mettrai un terme au terrorisme ». Rappelons sans cynisme aucun que ce que tu dis parfaitement vrai, c'est que c'est un homme avec un fusil qui réussit à déclencher une émotion nationale, voire mondiale. Donc les moyens sont quand même légers, en l'occurrence ceux des terroristes. Donc qui peut dire qu'il va pouvoir arrêter un type marginal? Probablement, on ne sait pas trop qui c'est type, mais enfin ce type
qui en tout cas passe à l'action avec un fusil sur les Champs-Élysées un soir et qui est prêt à mourir. Voilà. Samuel Ribaud. En matière d'expérience, il y a l'image, effectivement, et l'un des principaux reproches qui est fait à Emmanuel Macron, c'est son inexpérience supposée. Mais si on revient un petit peu en arrière, Mohamed Merah, c'est sous la présidence de Nicolas Sarkozy, qui était présenté comme le spécialiste des questions de sécurité. François Fillon était alors à Matignon. Il y a eu des attentats sous Jacques Chirac, il y a eu des attentats sous François Mitterrand. C'était quand même pas des dirigeants inexpérimentés, c'était quand même pas des gens dont on pouvait faire le procès en la matière. Donc Emmanuel Macron, en effet, c'est quelqu'un qui a réussi sa campagne, c'est quelqu'un dont je pense que l'une des meilleures qualités est de savoir s'entourer. Jean-Yves Le Drian, on l'a rappelé, est quelqu'un avec une grande expérience, une grande légitimité. Et les services de renseignement, les services de police, les services de gendarmerie, le contre-espionnage, tout ça, ce sont des entités qui fonctionnent parfaitement bien, en tout cas du mieux qu'elles le peuvent. Et je crois qu'elles fonctionnent bien, quelle que soit la majorité. Après, il y a la question des moyens. Ça, c'est un vrai débat, la question des moyens, des financements pour assurer cette lutte antiterroriste. Hubert Coudurier. Et la question de l'arsenal judiciaire, la question de la déradicalisation, la question, je le disais tout à l'heure, à l'égard des fichiers S, il faut savoir quelle est la politique pénale qui veut être poursuivie, en termes de restriction de liberté, est-ce qu'on refait des Guantanamo il y a une vraie fracture entre la droite et la gauche. Et là, pour le coup, ils sont un peu sur la même ligne, sur la question du traitement judiciaire et de la chaîne pénale. Vous voulez dire qu'on va examiner, les 3 jours qui nous restent, les programmes des candidats précis sur ces questions-là, plus que ça l'aurait été Guillaume Doyen ? Un peu plus. Mais je crois pas que ce sera je crois pas que ce sera le cœur de la préoccupation des Français. Évidemment, qu'ils sont extrêmement inquiets du terrorisme, mais je ne crois pas qu'ils pensent qu'un programme puisse receler la méthode magique qui permette d'éradiquer le terrorisme dont on sait maintenant qu'il a quand même une envergure planétaire, qui réussit à créer des émotions énormes avec très peu de moyens, et que les services de police font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, mais que c'est pas en tout cas en un coup de doigt qu'on peut régler ce genre de situation ou qu'en quelques phrases sur un programme. Samuel Ribaud. Oui, la détermination des électeurs, on sait qu'elle sera très tardive. Mais je rejoins ce qui a été dit. Le terrorisme, il est là, il existe. C'est pas en allant lire 3 lignes dans un programme, je pense, qu'on va se rassurer. Si quelque chose s'est produit avec ces événements d'hier soir, c'est peut-être de ramener un petit peu la campagne présidentielle aux véritables enjeux. On était parti dans des appréciations liées aux prestations des candidats, souvent à leurs faux pas. On était peut-être un peu moins dans le détail des programmes. Voilà, ça remet les choses en perspective. L'élection présidentielle est un moment grave et les attentats sont là pour rappeler que, premièrement, l'élection se jouera dimanche sur un programme effectivement beaucoup plus large et on sait qu'un homme providentiel ne viendra pas faire cesser les actes terroristes. N'oublions pas quand même que le Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, s'était fait siffler à Nice et que même si les Français ont fait preuve d'une grande maturité et que les menaces de guerre civile qui avaient été évoquées notamment par Patrick Calvar, le patron de la DGSI, ne se sont pas révélées exactes pour l'instant, puisqu'effectivement les Français ont su garder leur calme et prendre la mesure des événements et le recul que vous dites. C'est quand même un facteur qui n'est pas négligeable, voilà, qui peut peser. Merci Hubert Coudurier. Guillaume Doyen, on vous retrouve d'ailleurs tout à l'heure pour le débrief de notre invité politique de 8h qui est Nathalie Arthaud. Merci Samuel Ribaud. On va passer à la météo, le temps qu'il fait aujourd'hui en France. On la regarde ensemble. La météo vous est présentée par Teroléo Pro, avec le concours de l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec Teroléo Pro et l'Assemblée des départements de France.
Voilà, dans quelques minutes, l'invité politique de Public Sénat, de Sud Radio et de la presse quotidienne régionale, c'est Nathalie Arthaud, ce matin, la candidate à l'élection présidentielle. Tout de suite, le Zap Élysée, le premier zapping politique des matinales d'info. Je m'apprête à gouverner ce pays. Et vous croyez que je vais vous dire là pour vous faire plaisir, voilà comment je vais négocier et voilà ce que je ferai, voilà. Non, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je me dis, moi, à ma place aujourd'hui, est-ce que demain, président de la République, tu seras capable d'offrir autant d'opportunités aux générations qui viennent? Et ce qui m'obsède, c'est cela. Ne vous laissez pas abuser par tous ces politiciens qui se bousculent pour aller à l'Élysée. Ces conseils d'administration, eh bien, ils fonctionneraient effectivement en imposant des décisions qui iraient dans l'intérêt collectif et plus seulement dans l'intérêt d'une minorité qui veut toujours accroître sa fortune. Si l'Europe a un sens, elle doit défendre de grandes politiques dans les objectifs communs de l'humanité qui amènent la paix. C'est l'espace, c'est la mer, une grande politique de l'économie bleue, et c'est aussi le développement de l'Afrique, et qu'on sorte d'une fois pour toutes de ce franc CFA, et qu'on laisse aux Africains les moyens de se développer eux-mêmes. Arrêtez de poser ce genre de questions pointues. On parle de plusieurs milliards, c'est pas pointu, c'est dans votre programme, je veux construire un porte-avions, ça coûte 3 à 4 milliards, vous n'êtes pas capable de le dire. Non, c'est pas vrai, ça coûte pas 3 à 4 milliards. Il ne faut pas que nous soyons dans un pays totalitaire, où on manie les consciences, et où toute la sphère médiatique, toute la sphère éducative, etc., pousserait les enfants à Vous avez l'impression que c'est le cas, que l'école manie les consciences? Je pense en tout cas que sur la construction européenne, oui. Vous voulez que je fasse du Macron? Pensez printemps, les amis. C'est ça que vous voulez? Ça, vous trouvez ça très bien? Ça a été utilisé pour le Brexit, ça a été utilisé pour l'élection de Donald Trump, ça ne fonctionne plus. Madame Le Pen ne gagnera pas l'élection, donc toutes les voix qui vont vers Madame Le Pen et qui ne vont pas vers moi, et qui vont avantage Monsieur Macron, le font mécaniquement monter. Présider la France, cela suppose d'avoir de l'autorité morale. Et l'autorité morale, il n'en a plus. S'il y a un candidat dans cette élection qui défend dans le livre qu'il a écrit, Révolution, la culture française et ce qu'elle est, qui la défend dans tous ses discours et ses prises de position publiques, il est bien devant vous. Est-ce que vous croyez que M. Macron, j'ai amené quelques couvertures de magazines, aurait eu toutes ces couvertures de magazines pendant des mois s'il ne servait pas des intérêts? Il y a eu un débat le 4 avril et puis qu'on n'a même pas été fichu d'en faire un deuxième. Voilà, c'est con parce que... Vous êtes quand même là ce soir. Oui, non, mais c'est pas un débat parce que ça manque aussi des confrontations directes, de pouvoir dire à des Fillon, à des Le Pen que ce sont des voleurs et des menteurs. Si mon pays se réveille, il va de nouveau réveiller et donner du courage à l'Europe tout entière et au monde. L'Europe, quant à elle, se concentrera sur des projets concrets. En un mot, je veux une France libre, forte et juste. La France qu'on aime. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, l'invité politique de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale ce matin, c'est Nathalie Arthaud. Bonjour, vous êtes candidate à l'élection présidentielle. Et pour vous interroger à mes côtés ce matin, Christophe Bordet de Sud Radio. Bonjour Christophe. Et Michael Zamès de Public Sénat. Bonjour Michael. Bonjour à tous. Nathalie Arthaud, vous le savez, un attentat a eu lieu hier soir à 20h50 sur les Champs-Élysées. L'homme qui a abattu un policier et blessé 2 autres et une touriste était visé par une enquête antiterroriste pour avoir manifesté son intention de tuer des policiers. Daesh a revendiqué cet attentat et François Hollande parle d'une vigilance accrue. Est-ce que cet attentat peut-il avoir un impact sur la campagne présidentielle, selon vous? Moi, de toute façon, je vais continuer de me battre pour que l'on cherche à comprendre dans quelle situation on est, pour que l'on ne cède pas à des démagogies faciles. Quelle démagogie, madame? La politique, vous savez, il y a qu'à Faucon, et puis il n'y a plus de terrorisme en France. On ferme les frontières. Vous visez Marine Le Pen, bien sûr, parce que c'est ce qu'on entend. Et puis cette politique aussi qui consiste à créer des amalgames, à tout mélanger, les migrants, les musulmans, les terroristes. Donc moi, je me battrai contre cela. Et en même temps, je continuerai de dire que oui, notre société est en train de pourrir
de pourrir de l'intérieur, parce qu'on a à la fois ce chômage de masse, ces inégalités, cette situation de plus en plus invivable sur le terrain matériel, du côté du monde du travail. Et puis, le terrorisme a quelque chose à voir avec ça. Et en plus, s'ajoute à tout ça ces menaces de guerre, menaces d'ailleurs d'escalade guerrière. On a vu dernièrement avec les bombardements des États-Unis, avec la démonstration de force de Trump, et ces menaces terroristes. Mais dites-nous, sur le terrorisme, vous proposez quoi concrètement pour lutter contre le terrorisme? Et je termine là-dessus parce que justement, il y a un lien. Il y a un lien. Moi, je crois que c'est le fruit. Parce qu'avant de dire comment faire pour lutter concrètement, il faut comprendre ce qui se passe. Et moi, je crois que ces bandes terroristes, qui font effectivement des djihadistes un peu partout de par le monde, qui font des émules, elles prospèrent sur un terreau. Ce terreau, c'est évidemment toutes ces manœuvres, toutes ces influences qui parfois d'ailleurs vont dans un sens, dans l'autre, au Moyen-Orient en particulier, pour préserver des intérêts. C'est le résultat de l'argent, du grand capital? C'est le résultat d'une politique impérialiste au Proche-Orient, en Afrique, qui a d'abord pillé ces régions-là, qui a acculé les populations de ces régions-là au dénuement le plus total, à la pauvreté, mais à un point qu'aujourd'hui on a quand même 20 millions de femmes et d'hommes qui sont entre la vie et la mort en Afrique de l'Est. Donc une situation qui effectivement crée le terreau pour que se développe un certain nombre de bandes, de réseaux. Donc en gros vous dites nous sommes tous responsables de ce qui se passe aujourd'hui. À commencer par les grandes puissances impérialistes, oui, qui sont responsables, dans la France. Y compris dans la France. Vous savez, il y a quand même un fait qui est assez reconnu, c'est que, y compris l'intervention française en Libye, a contribué à semer le chaos, a contribué à conforter, à renforcer toutes ces bandes djihadistes diverses et variées, parce que maintenant il y a aussi plusieurs enseignes. On sait aussi que ces bandes-là sont financées, sont soutenues par le Qatar et l'Arabie Saoudite, qui continuent de rester des alliés de l'État français. Ça, c'est une erreur pour vous? Il y a, bien sûr, et il y a une responsabilité écrasante dans les différents les différents États impérialistes, États-Unis, France, Russie, qui manœuvrent dans ces régions. Donc alors demain, une fois c'est en s'appuyant sur les uns, une fois c'est en s'appuyant sur les autres. Demain, si vous êtes présidente, terminez de travailler avec le Qatar, les Émirats, etc. Oui, alors demain, si je suis présidente, ça signifie qu'il y a une véritable secousse sociale, qu'il y a un bouleversement. Non, mais je le précise quand même, parce que c'est mon point d'appui. Ça serait mon point d'appui pour effectivement changer les choses, changer cette société. Mais moi, je suis convaincue que si la politique de lutte contre les terrorismes, ça reste de bombarder des régions entières, de rajouter du chaos au chaos, de mettre de l'huile sur le feu, on ne s'en sortira absolument pas. Et et c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on nous explique que toutes ces interventions-là sont faites pour préserver la paix, pour sauver la vie de ces populations, pour les aider à se libérer, etc. Et c'est tout le contraire, parce que ces bombes, elles tombent sur des femmes et des hommes. Vous voulez désarmer les policiers dans votre programme. Donc hier soir, les policiers, ils n'auraient pas pu riposter? Non, je ne sais pas où vous avez lu ça. Je ne sais pas où c'est que vous avez lu ça. Mais Dans votre meeting que vous avez fait il y a quelques jours, vous avez dit que les policiers devraient être désarmés, ne devraient pas avoir d'armes pour les policiers. Vous vous trompez. Et Vous gardez des armes pour les policiers. Vous vous trompez. Et ce que je dis avec Philippe Poutou, c'est que oui, il y a un véritable problème des violences policières, à commencer dans les quartiers populaires. Oui, il y a un véritable problème. Et quand on nous explique qu'il faut armer davantage la police municipale ou les différents policiers pour intervenir dans ces quartiers, eh bien, nous ne sommes pas d'accord. Voilà, nous ne sommes absolument pas d'accord parce que, y compris lutter contre la délinquance dans les quartiers, les trafics autour de la drogue, ça ne peut pas être fait que par cette politique-là, répressive et sécuritaire. La réalité, c'est que dans les quartiers, on est confronté à un grave problème social, le problème effectivement du chômage, de la marginalisation, de la ghettoisation, et on ne peut pas résoudre ce problème-là avec la police. Voilà, c'est le problème de l'emploi, de combattre le chômage et les bas salaires. L'assaillant d'hier soir s'est visiblement radicalisé quand même en prison, puisqu'il y a passé quelques années.
Qu'est-ce que vous proposez, vous, pour lutter contre la radicalisation, et notamment en prison, puisqu'à chaque fois, c'est le même scénario? Oui, et j'ai cru comprendre que il y a 15 ans, donc le même avait essayé déjà... Absolument. Mais il y a 15 ans, c'était pas Daesh, hein, voyez. Et effectivement... ce qu'on voit, c'est que parmi ces djihadistes-là, qui surgissent comme des loups solitaires, parfois, souvent... Là, c'était pas un loup solitaire. Il y a une autre personne, visiblement, qui était dans la nature. Ah bon? Oui. J'ai pas compris ça. Bon, mais bref. de toute façon, il y a beaucoup... il y a différents profils. Mais ce qu'on voit quand même souvent... c'est que le grand banditisme, la délinquance, tout ça, et le djihadisme, la radicalisation, ça se chevauche. Et que effectivement, les prisons, y compris, contribuent à faire que des petits délinquants, des petits bandits, eh bien, changent d'enseigne, en quelque sorte, et se fanatisent et partent dans des espèces de délires comme ça. Et oui, les prisons, c'est un véritable problème. Ça fonctionne absolument pas. Et on voit qu'y compris cette politique d'enfermer à tout va, ça n'offre absolument pas de solution, qu'il n'y a pas de gestion pour l'après, pour la sortie de prison, et parce qu'il y a un surpeuplement, parce que la vie en prison est devenue un enfer avec... voilà. Donc tout ça, oui, il faut aussi le changer. C'est Nathalie Arthaud, candidate à l'élection présidentielle, qui est l'invitée de Territoire d'Info ce matin sur Public Sénat et Sud Radio. Est-ce qu'il y a une dynamique Jean-Luc Mélenchon? Estimez-vous qu'avec lui, tout peut changer? Alors là, on observait effectivement dans les sondages une dynamique. Et moi, je le dis clairement, s'il y a moins de voix pour Le Pen, moins de voix pour Macron et plus de voix pour Mélenchon, ça va dans le bon sens. Parce que ça signifierait qu'il y a de plus en plus de femmes et d'hommes qui veulent... affirmer leur volonté de combattre les injustices, de combattre ces inégalités. Et en même temps, moi je dis attention, tous ceux qui croient que Jean-Luc Mélenchon va empêcher cela et va nous protéger des licenciements, des fermetures d'usines, des bas salaires, se trompent. Oui, se trompent parce que on est confronté à une véritable guerre de cette classe capitaliste contre le monde du travail. C'est une guerre à coups de fermeture d'usines, de suppression d'emplois, de blocage des salaires, d'augmentation des cadences. Et Mélenchon ne pourra pas lutter contre ça si jamais il... Et d'abord, je ne l'entends même pas la dénoncer. Je ne l'entends même pas dire que oui, il y a une lutte de classe féroce qui se mène à Whirlpool, chez PSA, mais aussi à Sanofi, mais aussi dans le secteur bancaire, dans toutes les entreprises. Vous savez... Non, mais vous lui dites quoi, Jean-Luc Mélenchon, donc, ce matin? Parce que si jamais il arrive au second tour, vous serez bien obligé de voter pour un candidat. Mais moi, ce n'est pas à Jean-Luc Mélenchon que j'ai envie de parler. J'ai envie de parler à ceux qui se posent la question de voter pour lui. Et j'ai envie de leur dire, les socialistes, une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils font mine de redécouvrir le mur de l'argent. Ces puissances de l'argent que Léon Blum, en 1936, avait mis en avant en parlant des 200 familles. Il avait expliqué qu'il s'était soumis aux 200 familles et qu'il n'avait pas eu le choix une fois arrivé au pouvoir. Et à chaque fois, ils nous refont le coup. Donc pour vous, Mélenchon, c'est le candidat socialiste, le vrai candidat socialiste. Ah bah clairement. D'ailleurs, vous savez, il ne cache pas sa fidélité et que son modèle, c'est François Mitterrand, qu'il en est très fier, etc. Et en même temps, vous nous dites que c'est un illusionniste. Oui, il véhicule des illusions parce que cette guerre sociale, eh bien, il faut y répondre de la seule façon possible, c'est-à-dire au travers des grèves, du rapport de force, des mobilisations des travailleurs, de leur conscience. Ça veut dire, vous savez, aujourd'hui, même pour avoir 1% d'augmentation, il faut se battre. Même pour se faire payer des heures de travail, il faut se battre. Alors quand on nous explique que les choses vont se faire par décret, par en haut, etc., on ne peut pas y croire. Donc voilà, je dis aux travailleurs, non, la réalité c'est qu'il va falloir qu'on réponde par nos propres moyens et qu'il faut en être conscient et que dans cette élection, eh bien, il faut conforter le camp du monde du travail. Il faut conforter les revendications des travailleurs. Il faut donner raison à ceux qui se battent au jour le jour, leur dire qu'ils sont légitimes. Madame Arthaud, puisque vous parliez des ouvriers, qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui au Front National qui est en tête, notamment dans les intentions de vote pour les ouvriers? Eh bien, vous, normalement. Que ceux qui votent, qui ont voté dernièrement pour le Front National en se disant qu'ils voulaient donner un coup de pied dans la fourmilière et qui aujourd'hui continuent de voter pour le Front National, eh bien,
font pire que de se tirer une balle dans le pied. Parce qu'on le paiera cher, on le paiera très cher. Parce que non seulement Marine Le Pen va se ranger derrière la politique du patronat et va avaliser les licenciements, les suppressions d'emplois, etc. Mais en plus, elle va gouverner de façon très autoritaire. Autoritaire, évidemment, contre les immigrés, dont elle rend responsable de presque tous les maux, de presque tous les maux, du chômage, des bas salaires, c'est complètement fou, parce que les immigrés qui travaillent sur les chaînes de montage, ils veulent des augmentations de salaire. Mais ça serait plus autoritaire contre tout le monde aussi. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on parlait de Mélenchon il y a un instant, qui dit quelque chose, lui, de très intéressant sur le travail, par rapport à ça, par rapport aux immigrés. Il dit des papiers contre un contrat de travail, sinon c'est l'expulsion. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et bien sûr que s'il y a du travail. Il y a du travail dans la société. Mais vous savez, dans toutes les entreprises, les cadences, elles ont augmenté. La charge, elle est infernale. Je pourrais vous citer des salariés qui se battent aujourd'hui pour des embauches. C'est des aides-soignantes, par exemple, dans le Jura, d'une maison de retraite, qui se battent parce qu'elles n'en peuvent plus. Elles n'en peuvent plus. Et il faudrait créer des emplois dans cette maison de retraite, des emplois d'aide-soignantes, d'infirmières, etc. Il n'y a aucun problème avec l'immigration en France, ce qu'elle représente comme difficulté. Vous étiez en train de me poser la question très clairement de est-ce qu'il y a du travail pour tous. Et moi, je vous dis que oui, il y a du travail pour tous. On pourrait créer des emplois. Il faut créer des emplois. Dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les transports, il y a des trains annulés. On nous dit qu'il manque des conducteurs de train, des cheminots. Mais il faut en créer des postes. Et vous savez, prenez le problème du logement. Ah, oui, Marine Le Pen dit oui, préférence nationale pour le logement. Mais les logements, il faut les construire. Et qui les construit d'ailleurs ? Eh bien, c'est les travailleurs immigrés. Voilà. Donc, il y a énormément de travail, effectivement, et d'emplois à créer. Mais il faut prendre l'argent là où il est, dans ces grandes fortunes. Aujourd'hui, on fait des cadeaux. En veux-tu, en voilà au grand patronat. C'est le pacte de responsabilité. 41 milliards. Écoutez, 41 milliards, c'est plus d'1 million d'emplois qui auraient pu être créés, utiles à la population. Donc, des emplois, il y en a. Ce qui manque, c'est la volonté de tous ces politiciens de l'imposer au grand patronat. Nathalie Arthaud, candidate à l'élection présidentielle, est notre invitée. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir réussi votre campagne électorale, vous ? J'ai le sentiment d'avoir montré qu'il y avait un courant qui existait parmi les travailleurs qui disent fièrement qu'ils n'acceptent pas la situation qui est faite aujourd'hui au monde du travail et qui expriment aussi la nécessité de changer la société de fond en comble. Parce qu'on a commencé sur le terrorisme, mais vous voyez, c'est un ensemble dans cette société. Et même quand on est moins exploité... C'était une candidature de témoignage. Mais... oui, écoutez... Vous acceptez ce terme. Oui, j'accepte ce terme, et sauf que moi, je témoigne du point de vue des exploités, du point de vue des opprimés, du point de vue des travailleurs, des chômeurs, des ouvriers. Et justement pour dire que on est là, on a nos intérêts, et il n'y a pas de raison qu'on se taise. Et il faut au contraire affirmer fièrement, lever le drapeau de notre camp. Parce que si on veut se battre demain pour nos intérêts, eh bien, il faut se montrer politiquement. Donc, je crois que, voilà, oui, j'ai contribué dans cette campagne à montrer que le camp des travailleurs, eh bien, il pouvait être représenté politiquement. Merci Nathalie Arthaud, candidate à l'élection présidentielle. Merci Christophe Bordet et Michael Zamès. On passe au débrief de vos propos. Voilà, j'accueille Hubert Coudurier du Télégramme et président de TBO et évidemment Samuel Ribaud de l'agence locale de presse pour à la fois débriefer l'actualité et ce que nous a déclaré Nathalie Arthaud ce matin, qui reste en plateau avec nous. C'est la politique impérialiste qui a acculé les populations et créé une situation qui a contribué à cet état de fait aujourd'hui, c'est-à-dire le terrorisme et les bandes djihadistes, a dit Nathalie Arthaud tout à l'heure en réponse à ma question. C'est une analyse qui est faite par énormément d'observateurs. C'est une analyse qui est reprise dans le rapport annuel de la CIA, même si elle est largement impliquée dans ce qui a pu se passer dans ces territoires, mais bien entendu que les intérêts économiques jouent un rôle crucial dans ces pays-là, bien entendu qu'ils sont à l'origine des migrations et que, in fine, cela agit sur le terrorisme. C'est quelque chose qu'on a peut-être moins entendu ces derniers temps, mais c'est un aspect du terrorisme qui est largement partagé, qui n'avait peut-être pas sa place dans le cadre d'une campagne électorale où les candidats ont choisi de beaucoup plus insister sur les moyens, la politique pénale, etc. Donc c'était peut-être bon de le rappeler, en effet. Hubert Coudurier.
C'est un peu plus subtil que ça. Je veux dire que George Bush a créé un bordel invraisemblable au Moyen-Orient lors de l'invasion de l'Irak. Et n'oublions pas que les gens de Daesh proviennent en fait de l'armée irakienne. Mais ensuite, on est passé à un autre stade de lutte antiterroriste sous Barack Obama, qui a été en fait la politique de liquidation ciblée. Aujourd'hui, le problème, c'est ce problème de la France, de la politique étrangère de la France, qui a été très active en fait avec le président Hollande. Donc personnellement, je considère qu'elle était tout à fait justifiée au Mali, au Moyen-Orient. On s'est mis en première ligne de façon peut-être excessive. Rappelons que Jacques Chirac avait refusé l'intervention en Irak et que, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet, le territoire français a été sanctuarisé pendant 10 ans. Alors, certains contestent ce fait en disant que de toute façon, il fallait répondre à l'agression de Daesh au Bataclan et avant l'attaque contre Charlie. Nathalie Arthaud, vous répondez ? Moi, je crois que de toute façon, il y a... y compris ce problème-là ne pourra pas être réglé par... un pays, et la France, en réalité, l'État français, il a une politique de se mettre à la remorque de l'impérialisme le plus important, la politique américaine. C'est la réalité. Et voilà, moi, ce que je continuerai de dire, c'est que que ce soit Hollande, mais que ce soit tous ceux qui vont surfer là sur cette menace et qui vont nous expliquer qu'ils sont en mesure de nous protéger. Mais la question du Berkoulier sur le Mali, sur le Mali par exemple, très concrètement. Non mais juste pour dire cette idée, ceux qui vont nous expliquer que voilà, ils vont nous protéger en ouvrant des prisons, en érigeant des murs, sont les pires parce qu'ils nous protègent de rien dans la mesure où cette menace et les racines profondes de cette menace sont toujours là et ne peuvent que produire demain. Est-ce qu'on a eu raison d'aller au Mali ? Non. Bien sûr que non, on n'a pas eu raison. Et vous savez, la France, elle a une responsabilité en Afrique bien particulière, parce qu'elle n'est pas présente en Afrique depuis 2 ans, 5 ans ou 10 ans. L'histoire de la France et de l'Afrique et de la colonisation française en Afrique est une longue histoire. Et on peut en faire aussi le bilan. Oui. Qu'est-ce que la France a amené à l'Afrique ? Et moi, je crois qu'elle a contribué en fait à plonger ce continent dans le sous-développement, en le pillant et en continuant de le faire aujourd'hui. C'est excessif. Je pense que l'intervention au Mali était nécessaire puisqu'il y avait quand même un risque de création d'un État terroriste dans une bande sahélo-saharienne qui était déjà déstabilisée par la multiplication des katibas. La question ensuite, c'est aussi le problème des alliances. On parle des États-Unis. C'est clair qu'on ne peut pas agir contre le terrorisme, et même en Afrique de l'Ouest, où on est en première ligne, sans le renseignement américain. Par ailleurs, beaucoup d'opérations de liquidation ciblée l'ont été grâce aux Américains qui nous ont indiqué la localisation des cibles. Mais il y a aussi le problème de l'alliance avec la Russie. Et le fait que, globalement, la haine est un puissant fond et que, effectivement, plus on tape, plus on crée du terrorisme. Et on ne peut pas non plus rester inerte. Donc c'est pas si simple. Et puis la deuxième question que je voudrais vous poser, c'est que finalement, on ne peut pas dire non plus que le terrorisme ne soit que le fruit des inégalités économiques. Sinon la planète serait à feu et à sang. Donc c'est quand même un équilibre assez difficile à trouver. Ou peut-être que la France en fait trop, mais on ne peut pas non plus ne rien faire. On ne peut pas se cacher, effectivement, derrière des frontières comme les Suisses. Et vous savez... tout le monde est touché. Y compris en Afrique, la France se repose et soutient combien de dictateurs sanguinaires et oppressifs pour leur population, pour Alors c'est l'effet pervers effectivement de la politique africaine, c'est qu'on a soutenu 3 chefs d'État qui étaient essentiels, notamment Idriss Déby au Tchad. Oui, on peut parler de Mobutu, on peut parler... Mobutu, c'est vieux, c'est fini. Oui, mais enfin on est dans la lignée. On a Déby, Issoufou, et le troisième c'est Sassou Nguesso, qu'effectivement la France a soutenu. Juste pour dire que quand ces pays-là sont bien tenus par des dictateurs, il n'y a pas de problème. Sauf que, y compris ces dictateurs-là, bien sûr qu'ils créent aussi. Mais on a un problème de sécurité. Donc, un problème de sécurité nationale. Samuel Ribaud. Le terrorisme qui nous revient dans la figure, ce n'est qu'un écho de la barbarie qui s'impose dans toutes ces régions pauvres. Et on peut aussi vous objecter qu'au-delà des causes, et je le répète, de toute façon, il y a quelque chose de très simple à dire. Dans ces territoires, il y a du pétrole. Une fois qu'on a dit ça, on comprend déjà pas mal de choses. Néanmoins, on ne peut pas dissocier les causes
de ce terrorisme et les moyens qu'il faut mettre en œuvre dans les pays qui sont touchés, notamment le nôtre. Alors justement, réarmer la police municipale n'est pas une bonne idée et ça ne résoudra pas le problème, a-t-elle dit tout à l'heure. Oui, la police municipale armée, c'est un vieux débat. Je rappelle que ce sont des décisions qui sont prises sous l'autorité des procureurs de la République. Je rappelle que les polices municipales qui sont armées n'ont pas forcément de meilleurs moyens. Et il me semble, en tout cas, que les missions confiées à la gendarmerie d'une part, à la police nationale d'une part et à la police municipale enfin, sont plutôt bien définies aujourd'hui. Et il ne me paraît pas souhaitable d'équiper toutes les polices municipales d'armes à feu. Vous êtes de l'avis de Nathalie Arthaud. Oui, je pense que c'est dangereux. Nathalie Arthaud, un mot là-dessus? On en a quand même des exemples. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Oui, alors là, les armes, et puis compris qu'elles circulent bien plus largement. Et on n'a pas moins de criminalité. Il y a même plus de morts. Il y a, dernièrement, c'était pas un djihadiste. Vous savez, celui qui s'est filmé en assassinant. C'était juste un dingue. Bon, bah voilà. Voilà, Nathalie Arthaud, sur la campagne elle-même. On va revenir juste un petit moment sur la campagne. À la question, y a-t-il une dynamique que Jean-Luc Mélenchon? Nathalie Arthaud a répondu clairement oui. Mais est-ce que vous estimez qu'avec lui tout va changer? Réponse non, vous avez entendu. Oui, enfin, j'aimerais comprendre qui a créé une dynamique dans cette campagne. Je pense qu'effectivement, Jean-Luc Mélenchon a créé une dynamique, mais qui en dit beaucoup sur l'état du pays. Et l'état du pays, c'est la paupérisation et c'est une forme de délitement psychologique qui est liée au chômage. Vous répondez, Nathalie Arthaud? En fait, ma question, c'est est-ce que c'est pas aussi la conséquence de l'absence de réformes, des réformes qui auraient pu nous aligner sur les pays européens, qui eux ont moins de chômage, avec des conséquences qui sont quand même un bien-être très psychologique. Écoutez, encore une fois, je pense que les voix qui se portent pour Jean-Luc Mélenchon, en tout cas un grand nombre d'entre elles, expriment un légitime besoin de plus d'inégalités et de combattre les injustices sociales dans le pays, de combattre y compris le chômage. Donc là-dessus, moi je pense que ça va dans le bon sens, mais en même temps, voilà, moi je ne crois pas dans ces illusionnistes qui prétendent arriver au pouvoir pour tout changer, parce qu'on en a eu combien Voilà, Mitterrand, Jospin, Hollande, donc non, il ne faut pas y croire. Nathalie Arthaud, candidate à l'élection présidentielle, qui était l'invitée de Territoire d'Info. Ce matin, on passe au zapping, le premier zapping politique des matinales d'Info qu'on regarde ensemble. Je m'apprête à gouverner ce pays. Et vous croyez que je vais vous dire là pour vous faire plaisir? Non, voilà comment je vais négocier et voilà ce que je ferai. Voilà. Non, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je me dis, moi, à ma place aujourd'hui, est-ce que demain, président de la République, tu seras capable d'offrir autant d'opportunités aux générations qui viennent? Et ce qui m'obsède, c'est cela. Ne vous laissez pas abuser par tous ces politiciens qui se bousculent pour aller à l'Élysée. Ces conseils d'administration, ils fonctionneraient effectivement en imposant des décisions qui iraient dans l'intérêt collectif et plus seulement dans l'intérêt d'une minorité qui veut toujours accroître sa fortune. Si l'Europe a un sens, elle doit défendre de grandes politiques dans les objectifs communs de l'humanité qui amènent la paix. C'est l'espace, c'est la mer, une grande politique de l'économie bleue, et c'est aussi le développement de l'Afrique, et qu'on sorte d'une fois pour toutes de ce franc CFA, et qu'on laisse aux Africains les moyens de se développer eux-mêmes. Arrêtez de poser ce genre de questions pointues. On parle de plusieurs milliards, c'est pas pointu, c'est dans votre programme, je veux construire un porte-avions, ça coûte 3 à 4 milliards, vous n'êtes pas capable de le dire. Non, c'est pas vrai, ça coûte pas 3 à 4 milliards. Il ne faut pas que nous soyons dans un pays totalitaire, où on manie les consciences, et où toute la sphère médiatique, toute la sphère éducative, etc., pousserait les enfants à Vous avez l'impression que c'est le cas, que l'école manie les consciences? Je pense en tout cas que sur la construction européenne, oui. Vous voulez que je fasse du Macron? Pensez printemps, les amis. C'est ça que vous voulez? Ça, vous trouvez ça très bien? Ça a été utilisé pour le Brexit, ça a été utilisé pour l'élection de Donald Trump, ça ne fonctionne plus. Madame Le Pen ne gagnera pas l'élection, donc toutes les voix qui vont vers Madame Le Pen et qui ne vont pas vers moi, et qui vont avantage Monsieur Macron, le font mécaniquement monter. Présider la France, cela suppose d'avoir de l'autorité morale. Et l'autorité morale, il n'en a plus. S'il y a un candidat dans cette élection qui défend dans le livre qu'il a écrit, Révolution, la culture française et ce qu'elle est, qui la défend dans tous ses discours et ses prises de position publiques, il est bien devant vous. Est-ce que vous croyez que M. Macron, j'ai amené quelques couvertures de magazines, aurait eu toutes ces couvertures de magazines pendant des mois s'il ne servait pas des intérêts?
Il y a eu un débat le 4 avril et puis qu'on n'a même pas été fichu d'en faire un deuxième. Hein, voilà, c'est con parce que... Vous êtes quand même là ce soir. Oui, oui, non, mais c'est pas un débat parce que ça manque aussi des confrontations directes, de pouvoir dire à des Fillon, à des Le Pen que ce sont des voleurs et des menteurs. Si mon pays se réveille, il va de nouveau réveiller et donner du courage à l'Europe tout entière et au monde. L'Europe, quant à elle, se concentrera sur des projets concrets. En un mot, je veux une France libre, forte et juste. La France qu'on aime. Voilà, c'était un territoire d'info évidemment un peu spécial à cause de l'attentat qui a eu lieu hier soir à 20h50 sur les Champs-Élysées. On se retrouve évidemment lundi pour une matinale spéciale à la suite du premier tour des élections présidentielles. Bon week-end et bon vote à tous.